Bien, bonsoir à toutes et à tous. Et nous sommes évidemment ravis de vous retrouver pour la deuxième conférence de ce cycle du nouveau Autour du passé qui donne la parole aux jeunes chercheurs pour présenter leurs travaux en archéologie, histoire et histoire de l'art. Alors avec Clément Ferrier, nous tenons avant toute chose à remercier Madame Clotilde Anglès et toutes les équipes de la bibliothèque Mériadec qui assurent non seulement l'accueil de ce cycle, mais aussi la mise en ligne des conférences sur la chaîne YouTube des bibliothèques de Bordeaux. Alors nous avons aujourd'hui le plaisir d'entendre Julien Gravier, qui est doctorant en archéologie au sein du laboratoire Ozonus à l'université Bordeaux-Montaigne. Il travaille sous la direction de Claire Aznor et puis de Nadine Dieudonné-Glade. Et il s'intéresse dans sa thèse à la métallurgie du fer en Grèce antique, aux époques hellénistiques et classiques, à partir des exemples de Lebé et de Délos, un travail qu'il va nous présenter ce soir. Donc Julien, je te laisse la parole pour la conférence qui sera suivie d'un temps d'échange avec le public. Donc, merci beaucoup, merci à vous. Oui, alors le micro, j'ai pas trop l'habitude, je vais essayer de m'adapter. Donc bonsoir à toutes et tous et merci beaucoup d'être venus ce soir pour cette présentation. Alors avant de commencer, évidemment, je tiens à remercier également, moi aussi, donc déjà Clément Monseigne et Clément Ferrier pour l'organisation de ce cycle de conférences ainsi que les équipes de la bibliothèque Mériadec d'accueillir cet événement. Donc, ce cycle de conférences, du nouveau sur le passé, actualité de la jeune recherche en archéologie, histoire et histoire de l'art. Donc, on est complètement dans le thème, puisque à ce stade, c'est bien de la recherche en cours, pour lequel j'ai encore assez peu de données finalisées à présenter. Donc, l'objectif ce soir, ce sera surtout d'utiliser mon sujet de recherche comme prétexte pour voir ensemble un petit peu cette chaîne opératoire de la métallurgie du fer, comment on l'aborde en archéologie, quels outils on a à notre disposition pour en tirer des informations sur les sociétés du passé, à partir de quelles sources, évidemment, et donc pour répondre à quel type de questions. Donc, au cours de cette présentation, grâce à ce fil rouge, on aura l'occasion de voir ensemble, alors évidemment, des vestiges archéologiques, mais également un petit peu de physique des matériaux, de la peinture sur vase et un peu d'épigraphie aussi, donc qui montre bien l'interdisciplinarité de la recherche aujourd'hui, qui est absolument nécessaire. Donc la sidérurgie en Grèce ancienne, c'est évidemment un très vaste sujet pour lequel mon travail n'aborde qu'une infime partie. Donc, pour commencer, je vous propose de partir d'un constat très simple. Durant l'Antiquité, le fer, en particulier, en tout cas les alliages ferreux, jouent un rôle prépondérant au sein de la société. Très rapidement, en effet, on s'aperçoit que les propriétés de ce matériau en font un candidat idéal pour la production d'outils, d'objets du quotidien, d'éléments de construction, d'armement. Pourtant, on s'aperçoit aussi assez vite dans la littérature que ce matériau fer est assez peu étudié à ce jour encore, et ce, alors même que les études sur la métallurgie du fer en Europe occidentale, qui elles sont extrêmement dynamiques depuis une trentaine d'années, ont montré des résultats extrêmement satisfaisants pour la connaissance des sociétés du passé. À partant de ce premier point, que peut-on dire sur la situation au sein du bassin égéen ? Alors, au sein du bassin égéen, en archéologie grecque, ce que l'on constate, c'est qu'on a un intérêt croissant pour l'histoire de l'artisanat, de la production en général, et ce, depuis le courant des années 90. Alors là, je vous ai mis quelques exemples sur cette diapositive de titres assez marquants sur cette thématique, notamment toute une série de colloques dirigés au départ par Francine Blondet et Arthur Müller, puis par Francine Blondet seule depuis 1998. L'artisanat en Grèce ancienne, les artisans, les ateliers, l'artisanat en Grèce ancienne, les productions, les diffusions, et l'artisanat en Grèce ancienne, filière de production, bilan, méthode et perspective, qui montrent bien le développement et la continuité aussi de cette thématique de recherche dans le paysage de l'archéologie classique.
Ce que ces synthèses illustrent également, c'est que les différentes filières de production identifiées restent assez inégalement étudiées. C'est donc particulièrement sensible pour le fer. Comme le souligne notamment Yorgos Sanidas, alors je vous ai mis la publication de sa thèse, la production artisanale en Grèce. En 2016, il publie un article, Polykmétos Sideros, sur la métallurgie du fer en Grèce antique, dans lequel il souligne que, alors je vais citer pour ne pas dire d'erreur, parfois mal conservés, souvent difficiles à étudier, longtemps associés à des productions usuelles, les vestiges de la métallurgie du fer dans l'Antiquité n'ont attiré l'attention des chercheurs que très récemment. Pour autant, ce domaine, enfin ce serait mentir que de dire que ce domaine n'a jamais été étudié. Alors, c'est classique dans les études académiques, on est obligé d'y passer. Un très bref état de l'art sur les recherches qui ont déjà été menées sur la question. Et en la matière, j'aimerais commencer par citer Konstantinos Konophagos, donc un éminent chercheur grec qui a été longtemps ingénieur en chef de la compagnie française des mines du Laurion, et qui le premier, en 1900, je ne veux pas vous dire de bêtises, 82, publie un article « La métallurgie du fer et de l'acier en Grèce pendant la période classique ». Et donc qui, le premier, très certainement dans cet environnement d'exploitation minière dans lequel il travaille, va se poser la question de ce savoir-faire métallurgique aux époques anciennes. Donc, 1982, on est sur quelque chose d'assez récent, finalement. Dans la foulée, on peut noter les travaux de Yannis Bassiakos, directeur, chercheur émérite du Centre de recherche Démokritos à Athènes, et qui va approfondir ses travaux, lui d'un point de vue un peu différent, géologue de formation. Il va chercher davantage à étudier l'exploitation minière et la transformation des métaux à différentes périodes. Plus récemment, à partir des années 2000, on peut citer les travaux à sa suite d'Eleni Filippaki, toujours au laboratoire Démokritos, qui a continué de développer cette thématique de recherche au sein du centre de recherche, à travers cette fois davantage l'étude des alliages cuivreux et de la métallurgie du cuivre. Plus spécifiquement sur le fer, il faut mentionner les travaux alors il y a une coquille, pas de Yannis Bassiakos, mais de Yorgos Sanidas, à droite, maître de conférence HDR, qui a, dans l'environnement tasien, en collaboration avec Arthur Müller, qu'on avait déjà cité sur l'artisanat, et l'école française d'Athènes, a largement travaillé sur la métallurgie du fer dans cette région. Je mentionne également Nerantzis, qui est chercheur à l'université du Péloponnèse et qui, lui, a travaillé sur ces questions un petit peu plus au nord, en Thrace et en Macédoine. Donc voilà un petit peu pour les travaux plus récents. Donc là, on est sur des travaux qui se situent entre 2012-2013 jusqu'à 2018-2019. Et à côté de ça, bien entendu, toute une série de publications, d'articles ponctuels qui montrent bien le dynamisme récent de cette thématique de recherche dans le paysage de l'archéologie grecque. Pour terminer cette petite présentation de l'état de la recherche, je profite du fait qu'on soit dans un cycle mettant en avant la jeune recherche pour illustrer ce dynamisme par la multiplication des recherches doctorales qui se développent, avec ici 3 exemples notamment. Alors à Paris 1, les travaux de Noam Blondeau-de-Rien et de Valentine Martin, donc d'abord sur le plomb en Grèce ancienne et sur l'exploitation du cuivre natif au néolithique égéen, et une collègue canadienne, pour le coup québécoise, de l'Université de Montréal, Justine Lefebvre, qui elle travaille sur l'économie du bronze en Grèce du Nord aux époques archaïques et classiques. Donc un domaine de recherche qui tend à se développer de plus en plus et qui témoigne d'une véritable richesse. Ça, c'était pour contextualiser un petit peu dans quel environnement scientifique prennent place ce type de recherche. À partir de là, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de métallurgie du fer? C'est finalement un sujet, je l'ai déjà dit, extrêmement vaste. Donc, il convient de préciser un petit peu les bornes de ce sujet. D'abord, d'un point de vue géographique. Par Grèce ancienne, on parle ici de Grèce égéenne, plus précisément d'île de la mer Égée. Concernant mon sujet, comme l'a précisé Clément tout à l'heure,
L'étude porte principalement sur la cité d'Érétrie en Eubée et la cité, l'île de Délos dans les Cyclades. Ce faisant, on exclut la Grèce d'Asie mineure ainsi que la Grande Grèce, donc les fondations, les colonies grecques fondées au 8e siècle dans le sud de l'Italie et en Sicile, simplement parce que ça donnerait une région, une zone d'études beaucoup trop vaste, des régions périphériques qui sont également en contact avec d'autres aires géographiques, qui développent une métallurgie, des pratiques techniques qui leur sont propres, et donc qui justifient de mener l'étude, en tout cas en l'état des connaissances, dans le cadre d'une étude spécifique. D'un point de vue chronologique, maintenant, Grèce ancienne, donc on peut déjà dire que cette étude porte sur les périodes historiques, ce qui mérite d'être mentionné, puisque lorsque l'on fait un petit tour de la bibliographie, on s'aperçoit que l'essentiel des études menées sur la métallurgie dans le bassin égéen porte plutôt sur les périodes les plus hautes et les premiers développements de la métallurgie dans la région. C'est assez symptomatique d'ailleurs, hein, le nombre d'études pour l'âge du bronze égéen, dont je vous ai mis les dates sur la frise, sont nettement plus nombreuses que les études équivalentes pour le premier âge du fer et l'Antiquité. Concernant mes travaux, les bornes sont plutôt fixées par les contextes étudiés, tout simplement. Et donc, de ce point de vue-là, c'est matérialisé par la flèche rouge. Le contexte le plus ancien que j'étudie à Érétrie date de ce qu'on appelle l'époque géométrique, plus précisément le géométrique récent, c'est le sanctuaire d'Apollon d'Aphtéphoros à Érétrie. Donc, on se situe quelque part au deuxième moitié du 8e siècle. Et pour la période la plus basse, dans le le contexte le plus récent, dans le courant de l'époque hellénistique, entre le 3e et le 2e siècle, les datations ne sont pas encore extrêmement précises, toujours à Érétrie, pour le coup. Donc, une amplitude chronologique assez large, on aura l'occasion d'y revenir, qui vont permettre des comparaisons entre plusieurs contextes et donc d'étudier ce sujet également d'un point de vue diachronique, les évolutions de cette métallurgie du fer au cours du temps. Dernier point de définition, avant d'entrer dans le vif du sujet, et pas des moindres, ce qu'on entend par métallurgie du fer. Donc, cette métallurgie du fer, donc, ça peut paraître évident de prime abord, mais quand on la replace dans la perspective des sciences historiques et du point de vue des anciens Grecs, on s'aperçoit que ça ne l'est pas tant que ça finalement. À titre d'exemple, je ne rentrerai pas dans ce détail-là parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout, mais on pourrait déjà commencer par dire que les termes de fer ou de métal en grec ancien n'ont absolument rien de si évident si on se met dans la perspective antique. Alors c'est un travail qui a été développé notamment par Robert Halleux, qui était un très grand spécialiste de l'histoire des techniques et qui a publié en 1974 un ouvrage, Le problème des métaux dans la science de l'Antiquité, au sein duquel il interroge à travers les sources littéraires à notre disposition, pour citer les plus connus, Théophraste, Aristote ou encore Pline l'Ancien, sur la définition qui transparaît derrière les termes employés autour de la métallurgie des métaux dans ces documents-là. Et ce qui ressort, et là je vais être très bref et très caricatural, mais ce qu'on a besoin de retenir en tout cas pour ce soir, c'est que la définition des métaux, si tant est qu'il y en ait une durant l'Antiquité, s'éloigne de la nôtre dans la mesure où notre définition des métaux se fonde sur une science des matériaux qui finalement est extrêmement récente par rapport à l'objet d'étude ici, et donc qui ne recouvre que très partiellement la réalité des anciens Grecs. Pour donner un exemple, parmi les différentes conclusions auxquelles arrive l'auteur dans sa publication, on peut voir dans plusieurs sources, par exemple, que les métaux identifiés durant l'Antiquité comme tels par les anciens auteurs se retrouvent souvent associés, par exemple, avec le verre, ces différents métaux ayant en commun d'être malléables une fois chauffés, alors que le mercure, par exemple, qui est bien connu durant l'Antiquité et utilisé d'ailleurs dans plusieurs recettes d'artisans, lui n'acquérera le statut de métal que bien plus tard qu'à la période étudiée. Donc là, oui, j'ai oublié de passer la diapo. Donc Robert Halleux présentait ici cet ouvrage, Le problème des métaux dans la science antique.
Donc ça, c'est simplement pour évoquer cet aspect qui constitue un champ de recherche à part entière. Mais si on revient à des considérations plus matérielles, qui restent le fil rouge de cette présentation, il convient de présenter la métallurgie du fer, en tout cas de l'aborder en tant qu'artisanat. Alors, en archéologie et en histoire des techniques, un concept que l'on utilise très souvent, que l'on retrouve beaucoup dans la littérature pour aborder ce type de thématique, c'est la notion de chaîne opératoire. Alors, chaîne opératoire, c'est un concept emprunté aux ethnologues. J'ai retrouvé une définition assez récente issue d'une revue justement d'ethnologie. Donc voilà, la définition publiée dans la revue Technique et Culture en 2019. Toutes les activités techniques, y compris rituelles et artistiques, subissent un déroulement chronologique et impliquent des transformations visibles ou invisibles. La chaîne opératoire est un outil descriptif et analytique permettant de présenter ces activités en vue d'études structurelles ou comparatives. Donc, dans notre cas, ce qui va nous intéresser, c'est d'aborder cette chaîne opératoire, c'est-à-dire une séquence d'opérations liées les unes aux autres, au sein desquelles chacune de ces étapes va consommer en entrée, si je puis dire, des ressources pour les transformer en un produit fini, moyennant la perte d'une partie de cette matière première sous la forme de déchets ou de sous-produits. À ce stade, ce que je vous propose, plutôt que de faire une présentation strictement linéaire de la métallurgie du fer, c'est plutôt de partir justement du point de vue de l'archéologie des vestiges que l'on peut retrouver, qui sont les sources de ce type d'études, pour voir de quelle manière on peut étudier ce matériel et produire une donnée que l'on puisse ensuite interpréter pour mieux comprendre à la fois la manière de travailler, mais pas seulement des anciens artisans. Alors, un point de départ qui semble tout à fait naturel pour étudier la métallurgie du fer serait de partir des objets produits. Alors, c'est évidemment tout à fait possible. On en a plusieurs exemplaires sur les 2 sites de l'étude et sur de nombreux autres sites grecs. Je vous ai mis ici l'exemple assez fameux de l'épée de la maison de l'épée qui a été découverte dans le courant des années 70, sauf erreur, par Gérard Sibert à Délos. J'aurais pu mettre d'autres exemples venant d'Érythrée. À côté, de manière plus illustrative, je vous ai mis une représentation d'un atelier de forge attribué au peintre Plousios à la toute fin du VIe siècle, alors, qui est une représentation qu'il faut prendre bien sûr avec distance. Michael mérite de montrer les artisans au travail, ce qui est assez rare pour en tout cas la métallurgie du fer. On a davantage de représentations de fondeurs et d'artisans des alliages cuivreux sur ce type de représentation. Donc voilà un point de départ qui semble tout à fait pertinent et qui fonctionne évidemment. On peut déjà dire un certain nombre de choses à partir, même beaucoup, à partir de l'objet fini. Alors d'abord d'un point de vue macroscopique, on va pouvoir formuler un certain nombre d'observations, un certain nombre d'observations sur la morphologie de l'objet, les traces techniques éventuellement encore visibles à l'œil nu ou éventuellement avec une loupe, des éventuelles traces d'assemblage, de déformation, etc., etc. Pour aller plus loin, on va avoir recours en paléométallurgie à une technique que l'on appelle la métallographie et qui consiste à observer les structures du métal à l'intérieur de l'objet. Donc là, on change d'échelle d'observation. Vous voyez ici 500 micromètres, donc on passe au niveau microscopique et on va tenter de caractériser le matériau pour déceler des indices de la chaîne opératoire. Alors déjà à ce stade, on peut observer un certain nombre de choses. Ici, c'est pas forcément lisible de prime abord, mais on a une section de métal qui a été préparée, polie, pour être observée au microscope. Vous voyez en gris en haut des traces d'oxyde. Donc là, on est sur la corrosion extérieure de l'objet qui est en cours d'étude. Cette zone d'oxyde contraste avec la zone en blanc qui correspond à du fer métallique, donc du métal, ce qu'on cherche à étudier, avec à l'intérieur, et cet exemple est intéressant pour ça, de nombreuses zones plus ou moins sombres, de noir à gris, qui correspondent à des porosités ou des inclusions issues des phases antérieures de la chaîne opératoire. On aura l'occasion, en remontant justement le fil de ces indices, d'en reparler un petit peu plus en détail. Donc,
ça, c'est la première observation que l'on peut faire sur ce type d'objet. Alors évidemment, on est assez vite coincé face à ça. Pour aller au bout de la démarche métallographique, on va aller un tout petit peu plus loin et pratiquer ce que l'on appelle une attaque chimique de la section polie. Alors, pour que ce soit clair, il faut simplement avoir en tête que le fer, comme beaucoup d'autres matériaux, est un matériau cristallin qui s'organise en grains. Ces grains adoptent un agencement particulier en fonction des conditions dans lesquelles ils sont produits, pour faire simple. Et tout l'enjeu de cette attaque chimique, ça va être d'attaquer les joints de ces grains pour les rendre visibles au microscope. Donc là, vous avez en superposé l'échantillon brut après polissage et des vues après attaque qui vous montrent la différence visible. Et donc, dans cet ensemble de microstructures que l'on a sous les yeux, on va pouvoir tirer un certain nombre d'informations sur les traitements qu'a subi le métal. On avait déjà la qualité avec cette première impression et le nombre d'inclusions et de vides. Là, maintenant, on a des informations sur la nature du métal qui est employé par l'artisan. Donc, vous voyez des gradients de zones plus claires à plus sombres qui correspondent au degré de carburation du fer employé. Donc, degré de carburation, c'est tout simplement l'enrichissement en carbone, l'alliage fer-carbone donnant un acier. Donc, un gradient du fer doux en blanc à l'acier en plus sombre. On va avoir également des indices sur les traitements mécaniques qu'a subi thermique d'abord, qu'a subi le matériau grâce aux microstructures que l'on observe. Alors d'abord, on va avoir alors, on va regrouper tout ça, thermique et mécanique. Alors je vous donne une série d'exemples, ce n'est pas exhaustif, mais de ce qu'on peut rechercher dans ce type d'image. Des traces de sémentation, par exemple. Alors la sémentation, c'est une technique qui consiste à introduire du carbone dans le métal solide, dans le fer solide, pour produire un acier, puisqu'à cette période, on n'atteint pas les températures de fusion du fer. A priori, lorsqu'on pense métallurgie du fer, on a peut-être davantage d'images des hauts fourneaux qui apparaissent beaucoup plus tard, entre la fin de l'époque médiévale et le début de l'époque moderne, donc de la fonte. À cette époque-là, 1536 degrés environ, température de fusion du fer, on ne les atteint pas. Donc on va systématiquement travailler ce matériau à l'état solide, ce qui implique trouver des solutions techniques pour le manipuler malgré tout. Pour produire de l'acier, donc la sémentation est la meilleure solution, enfin la solution qui a été développée par les anciens artisans. Un autre aspect du savoir-faire des artisans que l'on peut observer, c'est la vitesse de refroidissement. C'est quelque chose qui a un impact direct sur la qualité du métal produit, avec, et ça vous avez certainement au moins toutes et tous l'image en tête, celle de la trempe ou de l'acier trempé, qui est donc directement liée à cette question de la sémentation et qui va viser en fait simplement à bloquer la diffusion du carbone dans le métal pour produire de manière localisée des zones aciérées beaucoup plus dures, beaucoup plus solides, résistantes, c'est pas forcément les termes, dures, avec ce que ça implique de fragilité également dans ce type de microstructure. Donc la vitesse de refroidissement, on va avoir également des indices de la déformation plastique du matériau. Alors à chaud, les microstructures du fer vont être réadoucies par la température, donc ce n'est pas les grains de métal qui vont nous le donner, mais davantage les inclusions présentes, puisqu'elles vont prendre une forme et la garder. Donc quand on a des inclusions aplaties et orientées, on a un indice sur la manière dont le métal a été martelé à chaud. Déformation à froid, là c'est les grains qui vont être déformés. Ce qu'on appelle l'écrouissage, donc un durcissement du métal par déformation des grains qu'il compose, ou encore des indices de soudure, potentiellement des éléments ici, alors qui se repèrent très généralement sur la surface du métal par des séries d'inclusions linéaires et des zones plus carburées autour de la zone de contact. Donc voilà un petit peu comment on peut décrypter ce type d'image que l'on produit dans le cadre du processus paléométallurgique pour déterminer un savoir-faire technique, comprendre comment l'artisan travaille à l'époque. Alors, tout ça, c'est extrêmement intéressant pour l'histoire des techniques. Il y a un problème quand même qu'il faut mentionner, c'est que là, on parle d'un objet fini. Or, les objets finis présentent un inconvénient majeur, c'est que très souvent, ils ne restent pas dans l'atelier.
Donc, il faut trouver un autre matériau susceptible de rester dans la zone de production qui puisse nous fournir ce type d'information. Alors, une alternative que l'on a et à laquelle on a souvent recours en archéologie, mine de rien, c'est de s'appuyer davantage sur les déchets de la production. Ces déchets, eux, a priori, ils ne vont pas circuler largement, ils vont rester plus ou moins près de l'atelier dans lequel ils ont été produits et donc vont pouvoir nous fournir un ensemble d'informations sur le savoir-faire des artisans que l'on va pouvoir relier à un atelier particulier. Donc là, je vous ai mis un ensemble les principaux déchets que l'on retrouve en contexte de forge, donc ce qui est noté en haut, forge d'élaboration. Donc là, on est au tout début de la chaîne opératoire. À défaut d'avoir l'objet, on a les déchets produits pendant sa mise en forme. Donc ces déchets, alors je ne vais pas suivre exactement l'ordre de la diapositive, mais plutôt vous les présenter par degré de proximité avec ce qui nous intéressait au départ, à savoir l'objet fini. On va pouvoir trouver dans ces déchets de production des ratés. Alors, ce n'est pas le plus courant, mais c'est le plus intéressant, puisque ces ratés de production, ce sont des objets en cours d'élaboration qui ont été mis au rebut suite à un incident dans le processus. L'objet s'est cassé, une erreur de manipulation de la part de l'artisan. On ne peut pas aller au terme du processus, donc on va le jeter. Alors ça, c'est extrêmement intéressant puisque cet objet, il reste avec le reste des déchets, donc dans l'environnement de l'atelier, s'il n'est pas recyclé. Et il va avoir un degré de finition qui potentiellement va nous donner à voir l'ensemble du savoir-faire technique et des techniques employées par l'artisan qui est intervenu dessus. Un petit peu moins avancé dans le processus de fabrication, on peut avoir également des chutes métalliques. Alors ces chutes métalliques, ça peut être divers objets. Alors j'entends ici chutes métalliques entre guillemets volontaires, pas les pertes que l'on va évoquer juste après dans le foyer, mais tout simplement des éléments qui rentrent dans le geste technique, mettons un élément de préhension qui va permettre de manipuler l'objet en cours de fabrication jusqu'à un moment donné où on n'en a plus besoin et donc on va le couper et le jeter. Et donc un objet qui va nous donner à avoir un certain nombre de savoir-faire techniques sans aller jusqu'à la finition de l'objet, puisque cet élément n'était pas destiné à devenir un objet fini. Alors on s'éloigne encore un petit peu plus de l'objet en fer avec les bâtitures maintenant. Alors les bâtitures, c'est ce que vous avez tout en haut. C'est tout simplement des écailles ou des billes de métal qui vont sauter au moment du martelage. Donc ce sont des éléments de fer oxydés à chaud pendant que le métal est chauffé dans le foyer et qui, lorsque le métal est martelé par le forgeron, vont sauter et se répandre dans l'atelier ou tomber dans le foyer. On aura l'occasion d'y revenir juste après. Donc ça, ce sont des éléments extrêmement intéressants puisqu'ils nous donnent un certain nombre d'indications sur la phase de travail, la nature du fer un petit peu moins, mais surtout la phase de travail et la manière dont le fer est travaillé. Et le dernier type, celui qu'on retrouve peut-être en plus grand nombre et qui est un peu au cœur, en tout cas, de mon étude pour le coup, compte tenu des contextes auxquels je suis confronté et de la nature de la documentation, à savoir les scories. Donc là, vous avez un ensemble de scories. Alors ici, en bâtiture, liée à la documentation à laquelle j'ai affaire, il s'agit pour la plupart de fouilles un petit peu anciennes. Donc les bâtitures étant de toute petite taille, ça nécessite des prélèvements sur le terrain, ce qui n'était pas fait à l'époque où les sites que j'étudie ont été fouillés. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas. Chute métallique et scorie, je vous ai mis ici des exemples des liens. On a la même chose à Érétrie. À côté, je vous ai mis un culot de forge érétrien, pour le coup. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sortent de contextes urbains, donc plutôt des forges d'élaboration installées dans le périmètre de la ville antique pour produire des objets ou réparer, entretenir des objets déjà existants. Donc ces scories que l'on trouve en très grand nombre, elles sont de type et de morphologie assez différentes. Et ce qui nous intéresse surtout ici, c'est ce qu'on appelle les culots de forge ou calottes de forge, qui sont des scories un petit peu particulières. Alors, vous avez un petit schéma récupéré dans un article de l'une de mes directrices, Nadine Dieudonné-Glas, qui illustre ça. Donc la scorie de forge, enfin le culot de forge, pardon, c'est une scorie particulièrement massive, généralement tronconique, qui va se former dans le foyer
au point le plus haut, le plus chaud, pardon, du foyer, généralement donc près de l'arrivée d'air, de la tuyère, et qui est le résultat de l'accumulation de tout un ensemble de matériaux qui vont entrer dans le processus de travail de l'artisan métallurgiste et qui vont s'accumuler, s'agglomérer pour former ce type de déchets. Alors, ces constituantes, ces éléments qui vont venir s'accumuler, elles sont intéressantes pour nous parce qu'elles nous donnent des informations sur la manière dont l'artisan travaillait. Donc, on va avoir évidemment, et je commence par ça, des inclusions charbonneuses en plus ou moins grande quantité, puisque on a ici enfin, il faut alimenter le foyer. Puis on va avoir à côté de ça des apports donc dits siliceux, ce que vous avez noté sur la gauche, parois en argile, donc composées de silice et d'argile, ou des ajouts volontaires de silice et d'argile qui vont tomber dans le foyer et participer à la formation de la scorie. De l'autre côté, vous avez du fer, alors du fer, soit du fer métallique, donc simplement des morceaux de fer en cours de travail qui vont tomber dans le foyer et se retrouver pris dans la scorie, ou des oxydes de fer, ces oxydes de fer étant donc ces bâtitures dont on parlait juste avant, oxydées à chaud dans le foyer, et qui, soit pendant la chauffe, soit pendant le martelage, vont tomber et se retrouver dans cette formation. Donc là, de nouveau, on change un petit peu d'échelle. Alors, pour les scories, on travaille à un grossissement un petit peu plus faible. Donc, vous avez ici la scorie théoriquement échelle 1. Forcément, en projection, ça change un petit peu la donne. Et des observations qui ont été faites à l'intérieur, toujours au microscope. Ces composantes, alors le charbon, il nous intéresse puisqu'il nous informe sur le combustible employé. Effectivement, là, on parle de métallurgie du fer, mais le combustible joue un rôle essentiel dans cette chaîne opératoire. Donc, ces inclusions de charbon nous permettent de l'étudier, de s'interroger sur le combustible qui est utilisé, voire également, ce qui n'est pas inutile dans pas mal de contextes, de donner un indice de datation par radiocarbone, tout simplement, lorsque l'inclusion est bien prise au milieu de la scorie et qu'elle ne vient pas d'une pollution extérieure. Pour les autres apports dont on parlait juste avant, donc les apports siliceux et les oxydes de fer, ils vont se retrouver dans la scorie en parts variables et parce que la scorie est au point le plus chaud du foyer, continuer à interagir ensemble et former des silicates de fer. Et ces trois éléments nous intéressent puisque leurs proportions, lorsqu'on retrouve la scorie ensuite, vont nous donner des indices justement sur soit la saturation en apport siliceux, donc qui témoigne d'un geste de l'artisan qu'il faut ensuite expliquer. Par exemple, on sait qu'à certaines périodes et dans certains contextes, certains artisans couvraient la pièce métallique d'une sorte d'engobe d'argile pour la protéger de l'air et donc limiter l'oxydation à chaud du matériau. Ça, c'est quelque chose que peut traduire une saturation en éléments siliceux dans la matrice de la scorie. À l'inverse, des pertes importantes en métal, donc là je parle bien de fer métallique ou en oxyde de fer, vous avez un exemple en bas, nous indique déjà processus à impliquer ces pertes-là, mais surtout nous donne un aperçu du fer qui a été travaillé au moment de la production de cette scorie. Ici, dans cet exemple, on peut voir donc ici, dans la masse de la scorie, sur laquelle je reviendrai juste après, une zone de gris à blanc qui correspond à du métal. Vous retrouvez la couleur qu'avait le métal sur la micrographie que je vous avais montré un tout petit peu plus tôt. Ce blanc qui ressort assez éclatant par rapport au reste. Et ce que l'on peut voir plus ou moins, ici, vous voyez ces petits traits qui nous indiquent la présence d'acier, alors ce qu'on appelle dans le jargon de l'acier hypertectoïde, donc la présence de cémentite. Donc cette simple chute de métal dans la scorie nous donne une information sur le type de fer qui était travaillé à ce moment-là au-dessus du foyer. Dernier type de fer, donc c'est les oxydes de fer que l'on peut voir sous forme, la photo ressort assez mal, mais de points plus clairs, alors pas tout à fait blancs, mais presque, au milieu de la masse plus grise, et donc qui vont venir se mélanger. Si on prend cette image-là, les zones plus sombres, ce sont les apports siliceux, pour former
en gris moyen, ces silicates de fer. Et donc, vous voyez qu'en fonction des différentes situations, l'image en haut, on voit mieux d'ailleurs, pardon, les oxydes de fer, ces points blancs au milieu de la masse grise. Donc, ces différents éléments vont se combiner, produire un faciès particulier, et c'est l'interprétation de ce faciès qui va nous donner des informations sur la manière dont a travaillé l'artisan, également sur la phase du travail, encore une fois, puisque là, on est toujours sur la forge d'élaboration. On verra juste après qu'il y a une étape un petit peu avant qui est nécessaire pour pouvoir travailler et produire un objet. Au cours de cette première phase, on est parti des objets en fer, puis des déchets produits au cours de leur fabrication pour voir la première ou plutôt la dernière étape de la chaîne opératoire, hein, puisqu'encore une fois, on remonte le fil en suivant les indices que l'on peut trouver en contexte archéologique, donc pour fabriquer un objet. Donc là, une partie, en tout cas, de cette modélisation de la chaîne opératoire qui reprend ce qu'on vient de voir, donc la forge d'élaboration, fabrication d'objets, parmi les déchets, chutes métalliques, bâtitures, scories, donc en forme de calotte ou nodules, donc des petits éclats que l'on va voir dans les contextes à côté des culots. Et ici, non mentionné, mais les éventuelles pertes, enfin, ratés de production qui peuvent être présents dans ces contextes. Pour autant, arrivé à ce stade, se pose la question de ce que l'on utilise au départ pour fabriquer un objet en fer. Je vous ai dit, on a du combustible, généralement du charbon de bois, hein, provenant d'une aire de charbonnage. La question qui se pose, c'est la nature du fer que va utiliser l'artisan pour produire cet objet. Alors, à ce stade, on a une étape intermédiaire qu'il faut mentionner et sur laquelle je vais passer assez vite, puisque méthodologiquement, elle se rapproche assez de ce que l'on vient de voir pour la forge d'élaboration, à savoir la forge d'épuration. Donc là, on remonte encore un petit peu le fil de la chaîne opératoire. On va forger un objet en fer à partir d'un semi-produit. Là, vous avez l'exemple un peu standardisé de la barre de fer. Ça peut être assez variable. Donc, cette étape de la forge d'épuration, elle consiste à partir, et on définira ce que c'est juste après, d'une masse de fer brut, à épurer le matériau, donc éviter d'avoir ce qu'on a ici, pour avoir un fer propre à forger un objet. Puisqu'on l'a dit, le métal va contenir, avant épuration, alors là on est sur quelque chose qui est relativement épuré tout de même, mais on voit encore pas mal d'inclusions. Donc le fer brut va être un matériau qui contient énormément de vide, d'inclusion des étapes antérieures. Donc il ne va pas permettre de forger un objet, en tout cas cet objet ne sera pas solide, il va y avoir des décohésions au niveau de la matière. Et donc on va, par cette étape, compacter le fer, évacuer un maximum de ces inclusions pour produire un objet forgeable. Et vous le voyez, de ce point de vue-là, donc l'étape diffère par son objectif. En termes de déchets, on va retrouver des fragments de scories, un culot de forge, des pertes métalliques, des bâtitures. Donc, c'est assez proche, ce qui va permettre de distinguer les deux. Et ça, c'est quand même, c'est malgré tout quelque chose d'extrêmement important du point de vue de l'étude de la métallurgie du fer. C'est dans la morphologie des microstructures que l'on va trouver dans ces déchets notamment. On va pouvoir déterminer si on a affaire à de la forge d'épuration ou de la forge d'élaboration, et donc déterminer l'activité qui a été pratiquée au sein d'un atelier. Pour autant, cette représentation ne doit pas laisser penser que ces deux activités sont nécessairement séparées au sein d'ateliers spécialisés. C'est une possibilité. L'exemple, alors pour le coup, je vais plutôt basculer de notre partie du bassin méditerranéen en prenant l'exemple romain, qui est à l'heure actuelle nettement mieux documenté sur ces questions. On a pour le monde romain un phénomène qui est assez, commence à être assez bien documenté, celui donc des barres de fer, les currency bars, donc des barres de fer standardisées. Et on connaît plusieurs grands ateliers, sites de production qui vont fabriquer du fer, produire ces barres en plus ou moins grande quantité, barres qui vont être ensuite diffusées au sein de l'Empire pour alimenter des forges d'élaboration qui à leur tour vont produire des objets finis. Pour autant, rien n'empêche, et il y a des exemples, sur des productions plus modestes, à partir d'une masse de fer brut, de l'épurer et directement dans la foulée de produire un objet fini
en une seule chaîne de production. Donc, ce sont deux phases que l'on peut distinguer à partir des données. Elles peuvent être séparées ou réunies. Dans les deux cas, on est quand même déjà dans la phase de forgeage du matériau, ce qui ne fait que déplacer la question qu'on vient de se poser sur la nature du matériau employé au départ. Pour la forge d'élaboration, une pièce métallique forgeable produite à partir d'une masse de fer brut. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir ce qu'est cette phase de fer brut, cette masse, pardon, de fer brut, ce qui nous permet d'arriver à la première phase, deuxième partie de la présentation, à savoir la fabrication du fer. Alors, la fabrication du fer, c'est le deuxième grand enjeu de la chaîne opératoire, à savoir fabriquer à partir d'une ressource, en l'occurrence des minerais de fer, un matériau que l'on puisse ensuite travailler. Alors, sur ce volet-là, à ce stade de mes travaux, on est encore dans un flou assez monumental, puisque autant les indices de forge étaient déjà identifiés au cours de fouilles antérieures, autant on n'a pas de site de fabrication du fer au sein de l'espace urbain. Pour en trouver, c'est toute autre méthode. On pratique ce que l'on appelle en archéologie la prospection, donc en l'occurrence de la prospection thématique. On va, à partir d'indices plus ou moins probants, aller sur le terrain et chercher des indices de surface de la présence de sites liés à la métallurgie. Et ça, c'est actuellement un travail qui est en cours en collaboration avec l'école suisse d'archéologie en Grèce. On a déjà eu 2 campagnes. Eux prospectent depuis beaucoup plus longtemps, mais pour la métallurgie du fer, on a déjà eu 2 sessions. Il y en aura normalement, je l'espère, une 3e l'année prochaine. L'identification des sites est encore en cours. On a quand même déjà quelques indices qui permettent d'illustrer un petit peu cette phase donc, de la fabrication du fer, ce qu'on appelle la métallurgie extractive, ce qui va nous donner donc, cette masse de fer brut qui alimente donc, nos forges et d'épuration et d'élaboration situées au sein de l'espace urbain. Alors, je vous disais la métallurgie extractive à partir d'un minerai, puisque en effet, le fer fait partie des éléments les plus abondants sur Terre. Il constitue 5 à 7% de la croûte terrestre, donc c'est un matériau très abondant. Pour autant, contrairement à d'autres métaux, je ne sais pas si vous voyez, si vous avez l'image par exemple de l'orpaillage, qui consiste à récupérer de l'or dans les rivières, le fer n'existe peu ou pas à l'état ce qu'on appelle natif, c'est-à-dire du fer métallique, à l'état naturel, dans l'environnement. Ce qui nécessite de l'extraire de la gangue dans laquelle on va le trouver, c'est-à-dire sous forme alliée à d'autres éléments, au sein d'une gangue minérale, donc qui forme ce que l'on appelle minerai, dès lors en tout cas que ce matériau est économiquement et techniquement exploitable. Donc, outre l'accessibilité du gisement, va se poser la question de la teneur, puisqu'il y a toujours une perte de matériaux au cours de la fabrication du fer. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment de fer au départ pour produire quelque chose. Et la nature des éléments auxquels le fer est allié, puisque en fonction, il en existe plein, on a des oxydes de fer, des carbonates, des sulfures, etc. Et selon les éléments que l'on va trouver dans le minerai, on va plutôt avoir des composés qui vont faciliter ou au contraire rendre la fabrication du fer plus difficile. Donc c'est ces 2 paramètres qui, dès l'Antiquité, vont guider un petit peu la détermination de ce qu'est un minerai au sens où on l'entend nous aujourd'hui en tout cas, donc d'une ressource exploitable pour fabriquer du fer. Alors là, ce que je vous ai mis, c'est un prélèvement, enfin un exemple d'hématite ramassée à Érythrée dans le cadre des prospections. Hématite qui était hors contexte au sens où elle n'était pas à proximité d'un gisement, on était dans la plaine alluviale d'Amarinthos. Donc, qui a été ramené là, la question est de savoir comment, et à côté, un exemple d'exploitation minière qui avait déjà été identifié, mais plus documenté depuis les années 60, en surplomb d'Érythrée, dans les régions plus montagneuses au nord de la cité. Donc ça, c'est un aspect qui est déjà en cours de documentation, c'est un point positif. On a plus de lacunes pour ce qui se passe entre ça et la forge. Donc la collecte du minerai qui va ensuite subir un certain nombre de traitements
un certain nombre de traitements qui vont viser à le rendre, enfin, à faciliter la fabrication du fer. Donc là, je vous ai mis quelques exemples plutôt tirés de l'archéologie expérimentale de certaines de ces étapes, notamment le concassage. Donc l'idée, ça va être de réduire le module des fragments de minerai à une surface plus petite pour augmenter le contact du minerai avec les agents qui vont rentrer en ligne de compte pour la fabrication du fer. On peut avoir également, c'est pas attesté pour le monde grec à cette époque, en tout cas pas pour le fer, mais ce qu'on appelle le lavage du minerai. Donc là, ça consiste tout simplement à faire passer le minerai dans un courant d'eau claire au sein duquel les éléments les plus lourds et donc les plus riches en fer vont couler plus vite par gravité, les éléments les plus légers, les stériles, étant emportés par le courant un peu plus loin au niveau de la table de lavage. Donc là, vous avez une installation archéologique identifiée dans le secteur des secteurs miniers du Laurion, à proximité d'Athènes. Simplement, il s'agit d'une mine qui a fourni de la galène argentifère et absolument pas du fer. Donc c'est une technique qui est identifiée pour certains métaux, enfin, certains minerais. Pour le fer, on n'a aucune trace archéologique à l'heure actuelle. Je vous ai également mis une restitution du fonctionnement de ce type d'installation. Vous mettez le minerai concassé au début de ce circuit et progressivement, vous allez séparer la partie la plus riche en métaux du stérile. On a d'autres étapes, notamment, alors soit une première cuisson, soit, suivant les cas, on peut parler de grillage, même si ça implique des procédés, enfin des processus un peu différents, et la question de l'intention des anciens artisans est très difficile à détecter. L'intérêt de cette première cuisson au grillage va permettre d'évacuer un certain nombre d'éléments gênants pour la fabrication du fer et de terminer de sécher le minerai, le fissurer également pour faciliter la réduction. Une fois le minerai préparé, donc vous avez pu voir que selon des techniques qui peuvent varier, qui ne sont pas forcément nécessaires, et qui sont évidemment, vu la nature des vestiges impliqués, très difficiles à identifier d'un point de vue archéologique, on passe à la fabrication du fer à proprement parler. Donc là, c'est le gros morceau du processus, c'est-à-dire séparer le fer à ce stade, normalement, si tout va bien, oxydé, de sa gangue minérale pour produire du fer métallique. Alors, pour faire ça, on utilise ce type d'installation. Alors, il y a différentes typologies, différentes technologies. C'est malheureusement quelque chose qui est encore assez mal étudié et défini pour le monde grec. Donc là, j'ai choisi de mettre des exemples assez génériques, mais bien illustrés. Ce qu'on appelle donc un bas fourneau, au sein duquel on va mettre des charges successives de minerais, préparés ou non, et de charbon. Tout l'enjeu étant ici de séparer le fer, l'élément fer, de l'élément oxygène, de ces oxydes, grâce au monoxyde de carbone qui va, depuis la zone de combustion, remonter dans la cheminée au fourneau et capter les atomes d'oxygène associés au métal pour être évacués sous forme de dioxyde de carbone au sommet de la cheminée. Donc c'est, entre guillemets, tout simplement ça, ce qu'on appelle la réduction du fer, donc la fabrication du fer. Évidemment, ça demande un savoir-faire technique assez exceptionnel, d'autant plus à une époque où c'est un savoir-faire strictement empirique, fondé sur l'expérimentation et une maîtrise de ce phénomène sans forcément le comprendre pleinement, puisqu'en réalité, les équations d'oxydoréduction qui se cachent derrière ce phénomène sont très précises. Et donc, on a vite fait de soit monter trop vite en température, soit ne pas laisser le temps au monoxyde de carbone de capter les oxygènes, et donc finalement de perdre une bonne partie du métal non oxydé dans le fond du foyer et avoir finalement une quantité de fer à la fin assez négligeable, malgré parfois des minerais d'une très bonne teneur en éléments fer. Donc vous voyez ici la schématisation de ce processus. Concrètement, l'essentiel du phénomène se situe dans la partie basse du foyer. Elle commence progressivement à partir de 600 degrés, un petit peu plus haut, devient dominante autour de 1000 degrés, puis s'opère réellement autour de 1000-1100 degrés au niveau de la tuyère, toujours, puisque c'est au niveau de l'arrivée d'air
que le foyer, que le four est le plus chaud. C'est l'endroit où le fer libéré de ses oxydes va commencer à s'agglomérer à l'état solide, parce qu'on se rappelle qu'à cette époque-là, le fer n'est pas fondu, on n'atteint pas son point de fusion, donc va commencer à s'agglomérer à l'état solide pour former ce que l'on appelle l'éponge de fer, cette masse brute de réduction, tandis que le fer non réduit, donc le reste du fer oxydé, et toute la partie minérale va couler et s'agglomérer dans une autre forme de scorie que l'on appelle une scorie de réduction. Alors ici, c'est un exemple de scorie coulée. Vous verrez dans la diapo juste après qu'il y a différents types en fonction de la technologie employée. Mais de la même manière que pour ce qu'on a vu dans l'étape de la forge d'élaboration, on retrouve ici la même logique, à savoir en entrée le combustible, les charges de charbon qui vont servir à la réduction et le minerai de fer préparé. En sortie, la scorie de forge et la masse de fer brute, et plutôt la masse de fer brute, et en sous-produit ou déchet, la scorie de réduction et des éléments du foyer qui viennent s'arracher vu les températures auxquelles ils sont exposés et qui vont venir alimenter l'ensemble. Donc voilà pour la fabrication du fer. On obtient cette éponge qui est ensuite épurée dans une forge d'épuration pour la compacter, puisque la façon dont elle s'est formée fait qu'il y a énormément de vide à l'intérieur, d'où le terme d'éponge pour la décrire, et évacuer également tous les fragments de scorie, les éléments minéraux qui persistent à l'intérieur, et obtenir quelque chose donc, qui soit forgeable sans se désagréger, puisque si vous essayez de faire un objet directement avec cette masse brute de réduction, il y a de fortes chances que votre objet tombe en morceaux assez rapidement dès que vous arrivez à un niveau de forgeage un tant soit peu fin. Alors pour illustrer ces déchets que l'on recherche, notamment en contexte de prospection pour identifier des sites, vous avez en haut des exemples de scories coulées. Donc tout ça est tiré d'une publication de Florian Sarest, donc spécialiste de la question en France. Des scories coulées, donc assez reconnaissables. Elles font souvent penser un petit peu à de la lave, puisque c'est littéralement des matériaux minéraux qui ont fondu, coulé, et qui, au vu de la technologie utilisée, ont pu sortir du foyer par une ouverture pour justement vidanger au fur et à mesure la cuve de travail et permettre à davantage de fer de se former. Donc, des cordons assez caractéristiques. Une autre technologie qui est connue, c'est le bas-fourneau à scorie piégée. On n'a pas cet aménagement qui permet d'évacuer la scorie au fur et à mesure, et donc on a cette masse scorieuse qui va se former au fond et qui évidemment va très rapidement, plus ou moins rapidement, bloquer le processus de fabrication, puisqu'au fur et à mesure que la scorie se forme, si on remet le schéma au bas-fourneau, la scorie va se former, remonter, puis finir par bloquer la tuyère et donc empêcher le processus de continuer. Donc évidemment, ces deux technologies présentent des caractéristiques et des enjeux en termes de production, de fabrication du fer qui sont différents. Avec ça, on a fait plus ou moins le tour de cette chaîne opératoire à partir donc, des exemples archéologiques, des données archéologiques que l'on a sur le terrain, au maximum les vraies données issues de l'étude de la métallurgie du fer en Grèce ancienne, parfois complétées par des données d'autres régions, faute de données encore pour l'illustrer. Mais voilà ce que l'on cherche à étudier à travers ce processus-là et avec les techniques que l'on vient de voir ensemble, notamment la métallographie et les microstructures des déchets. Alors, une fois qu'on est arrivé là, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'abord, ça vous l'avez compris, restituer un savoir-faire technique, mais également d'essayer d'étudier son évolution au fil du temps, puisque, on l'a dit au départ, les sites étudiés s'étalent entre le 8e et le 3e, 2e siècle, donc dans deux régions. Donc, c'est de voir si on a une constance ou au contraire des évolutions notables dans la manière de travailler le fer au cours de la période. C'est quelque chose qui peut être intéressant, d'autant plus lorsque progressivement, dans un contexte comme celui de la Grèce, les études se multiplient et donc permettent des comparaisons avec d'autres sites, d'autres régions
et d'avoir une appréciation plus globale des pratiques utilisées à une époque. Parce qu'à partir de là, ça nous permet de faire la différence entre la manière dont on travaillait le fer de manière, entre guillemets, si je résume, un peu générique en Grèce ancienne, et voir dans tout ça émerger des particularismes locaux, des traditions techniques propres à une région, une cité, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant quand les données permettent de l'étudier. Avec ça, ça induit une autre façon d'aborder cette question du fait technique, non plus seulement comme l'observation d'un geste, mais également donc cette question d'une culture technique, d'un savoir-faire propre à un artisan, et donc derrière ça, un être humain. Puisque ce que l'on vient de voir, forcément, en partant des déchets de la production, était une vision de la métallurgie du fer assez désincarnée. Lorsque l'on traduit ça en termes de culture technique, on touche déjà à quelque chose d'un petit peu plus humain, avec en plus la chance, dans le contexte du monde grec, d'avoir des sources autres que les traces matérielles qui peuvent venir compléter notre vision des choses. En l'occurrence, je mentionnerai ici, et je me servirai simplement de ça comme ouverture pour conclure cette présentation. Ça est juste une ou deux diapos derrière, mais ça ira vite, promis. Je vous ai mis ici un aperçu de ce que l'on appelle, en contexte des liens, les comptes et inventaires du sanctuaire, donc qui sont un ensemble d'inscriptions qui présentent de manière annuelle, pour certaines périodes en tout cas, les comptes et les inventaires tenus par les magistrats en charge du sanctuaire d'Apollon à Délos. Donc les comptes, c'est toutes les transactions financières qui ont transité dans le sanctuaire, l'achat de matériaux, la rémunération d'artisans, etc., etc. Et les inventaires, ce sont l'inventaire des vestiges, enfin des offrandes, pardon, contenues dans les sanctuaires, dans les différents temples du sanctuaire. Et dans cette documentation, on a, je vous l'ai dit, la rémunération des artisans et notamment la mention de différents artisans métallurgistes. Alors là, je m'appuie sur le travail réalisé par Christophe Feyel il y a déjà quelques années sur la base de sa thèse sur les artisans dans les sanctuaires grecs aux époques classiques et hellénistiques. Alors il a évidemment abondamment utilisé cette ressource que sont les comptes et inventaires du sanctuaire d'Apollon. Et dans le nombre assez important d'artisans qu'il identifie, on a quelques artisans métallurgistes qui semblent, pour certains, même pouvoir être qualifiés de sidérurgistes, ils ne touchent qu'au fer, et donc dont on voit l'activité sur plusieurs années, leur manière d'intervenir dans le sanctuaire, la fourniture de matériaux, la fourniture de produits, la réparation d'objets. Et donc là, on dépasse le seul fait technique et on distingue l'individu derrière. Donc ça, c'est un aspect du sujet que permettent de toucher les sources. Un autre aspect que donne cette documentation, c'est justement l'approvisionnement. Là, c'est une autre ouverture dans le cadre de cette étude, à savoir l'approvisionnement en matières premières. C'est une question centrale. On a vu la chaîne opératoire, la nécessité d'avoir du minerai ou un semi-produit, une barre de fer ou autre, pour pouvoir travailler. Or, justement, la question, c'est quand on a une mine à côté, ça va, mais quand on n'en a pas, c'est le cas à Délos, il faut s'approvisionner. Alors là, je cite un autre travail, produit cette fois par Véronique Chankowski, Parasite du Dieu, comptable, financier et commerçant dans la Délos hellénistique. Elle a également décortiqué les comptes de Délos, mais d'un autre point de vue, cette fois, celui de l'économie délienne à cette période. Et on voit là aussi des mentions d'approvisionnement, d'achat en charbon, d'une part, en matériaux métalliques, d'autre part. Et donc, il pose la question de la manière dont c'est fourni l'île en matériaux nécessaires. Alors évidemment, et là ça me permet de faire le lien avec ce qu'on disait un petit peu plus tôt sur la question du vocabulaire, les termes employés par les Grecs anciens font que ces mentions sont toujours très obscures et très difficiles à interpréter, mais il s'agit là encore d'un aspect qui mérite d'être creusé pour donner une autre dimension, en plus de celle de l'histoire des techniques, à ce type d'études. Sachant que, joint avec cette question de l'histoire de l'approvisionnement, on a également, du côté de l'archéométallurgie, des techniques qui nous permettent d'avoir quelques pistes de réflexion. Donc là, je vous ai remis un exemple de micrographie. Alors maintenant, vous reconnaissez peut-être
euh, une surface métallique attaquée chimiquement. On voit en plus gros cette fois ces fameux grains dont je vous parlais tout à l'heure. Donc un élément en fer, une section en fait de barre de fer, avec au milieu, vous voyez une inclusion grise, gris moyen, avec des éléments, enfin gris sombre, avec des éléments gris moyen au milieu. En fait, on est dans une inclusion de scorie, donc une inclusion de scorie de réduction, en l'occurrence, prise dans la masse métallique, qui n'a pas été en fait évacuée par la forge d'épuration, et donc qui elle nous intéresse beaucoup en complément et en regard de ces sources plus épigraphiques, plus historiques que je mentionnais juste avant, puisque aujourd'hui la recherche est extrêmement active sur l'étude de la traçabilité des matériaux à partir des éléments traces contenus dans des éléments comme ça, donc qui proviennent de la phase de réduction du matériau et qui ont été conservés donc jusqu'à l'objet soit semi-produit, soit l'objet fini. Et donc, à minima, c'est le genre d'indice qui peut nous donner l'identification d'une zone de production. C'est déjà un début. Quand on est sur une zone d'étude, on peut comparer différents échantillons et voir si tous ont l'air de provenir du même endroit. Dans le meilleur des cas, on peut le comparer avec la signature chimique de minerais provenant d'une mine. Et là, on peut identifier les réseaux de circulation du minerai ou des semi-produits à l'échelle d'une région donnée. Et donc, on peut compléter et croiser les sources que l'on a vues juste avant, donc épigraphiques, avec des sources archéologiques et archéométriques, pour essayer de restituer un petit peu. Donc là, cette fois, on est passé par l'histoire des techniques, on est passé sur un volet plus social, humain, anthropologique, là sur un volet plus économique, sur la circulation donc des matériaux et des produits à l'échelle du bassin égéen. Voilà. Et là-dessus, j'avais juste fait une diapo qui synthétise ça. Donc, je vous l'épargne. Ça fait déjà à peu près 1 heure. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions.